Tourner un robinet et voir en sortir une eau claire, immédiatement disponible pour l'ensemble de nos usages, paraît certainement pour la plupart d'entre nous un geste du quotidien tout à fait commun, banal, presque insignifiant. Accéder à l'eau domestique de la sorte est considéré par les institutions internationales comme un accès à l'eau dit universel. Il est devenu en quelques décennies un modèle à suivre, à travers notamment la mise en place de l'agenda 2030. À partir de la définition de ce standard, ces mêmes institutions estiment en 2020 qu'environ 26% de la population mondiale ne bénéficierait pas de cet accès universel à l'eau. Si en France, moins de 1% de la population n'en disposerait pas, les autorités locales en Guyane estiment que 15 à 20% des habitants vivraient sans accès à l'eau potable. Mais que recouvrent finalement ces grands chiffres? Que signifie avoir ou pas un accès universel à l'eau? Qui sont ces individus qui n'en bénéficient pas, a fortiori sur un territoire où l'eau est omniprésente? Et par conséquent, quels autres modes d'accès à l'eau pratiquent-ils et comment le vivent-ils? Ce sont ces interrogations qui m'ont conduite à construire ce travail de recherche réalisé au sein du LEISA et co-encadré par deux anthropologues, Agathe Eusen au LATS et Damien Davy au LEISA. C'est donc le point de vue émique que j'ai choisi comme entrée, autrement dit une entrée par le bas pour comprendre comment l'usager de l'eau s'approprie les différents modes d'accès à sa disposition. Tout cela en m'appuyant principalement sur des méthodes d'enquête anthropologique. C'est la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock, en Guyane française, qui constitue mon terrain de thèse principal. Et ce choix a été motivé à la fois par l'échelle municipale qui caractérise la gestion d'un service public d'eau potable en France, et d'autre part par la diversité des modes d'accès à l'eau coexistant sur ce territoire amazonien, et par la diversité aussi culturelle de ses habitants. 6 mois de terrain nous ont permis de révéler la pluralité des profils de l'usager de l'eau. À travers le point de vue émique, c'est finalement la coexistence de différentes cultures de l'eau qui apparaît et qui semble moins corrélée à l'appartenance ethnique de chaque usager qu'à l'appropriation qu'il se fait des attentes institutionnelles et normatives de la gestion du service public. Par exemple, loin de représenter le summum de la sécurité sanitaire, la présence de chlore dans l'eau est parfois considérée comme responsable de maux de ventre. Dans ces cas-là, on va alors préférer boire l'eau de son puits. Également, être raccordé au réseau public collectif peut être perçu par certains comme une dépendance vis-à-vis d'une puissance publique en qui l'on a peu confiance. Le tableau ainsi dressé de différents profils d'usagers donne à voir des cultures de l'eau très différenciées. Aussi, comprendre les pratiques et les représentations permet de mieux saisir ce qui se joue finalement dans la construction de ces cultures, qui sont aussi susceptibles d'entrer en conflit avec des enjeux identifiés cette fois par les autorités publiques.